Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai déposé au nom du gouvernement avec fierté un projet de loi qui définit pour la première fois notre modèle québécois d'intégration, l'intégration nationale. C'est un moment qui est solennel, qui est important, je pense, dans l'histoire du Québec, parce que c'est un projet de loi qui est fondamental, qui définit en quelque sorte qui nous sommes et qui précise comment nous voulons continuer d'évoluer comme société, de quelle manière, sur quelle base nous voulons amener des gens de partout à se joindre à nous. Cette loi va s'insérer dans la lignée des lois fondamentales du Québec, comme la Charte de la langue française, la Charte québécoise des droits et libertés et la loi sur la laïcité de l'État. Cette loi réitère que le Québec est une nation à part entière, avec une culture forte. Il faut le dire, le Québec est une terre d'accueil avec ses caractéristiques propres, une terre d'accueil laïque et francophone. Beaucoup l'ont dit, beaucoup l'ont écrit avant moi, c'est une évidence. Le modèle canadien, le multiculturalisme, ne convient pas au Québec. Il est carrément nuisible à notre cohésion sociale. Il est donc temps que le Québec se dote enfin, plus de 50 ans après la création du multiculturalisme canadien, de modèles d'intégration qui nous est propre. Comme gouvernement nationaliste, nous prenons donc nos responsabilités et nous posons un geste fort afin de protéger notre cohésion sociale, notre manière de vivre ensemble, notre identité. L'intégration nationale repose sur des fondements solides que vous retrouverez dans la loi. Mais je vais vous en dénoncer ici quelques-uns. Premièrement, la culture québécoise, c'est le creuset. C'est le lieu de convergence. La culture québécoise, c'est la culture commune du Québec. Deuxièmement, le français est la langue officielle et commune du Québec, on le sait, mais c'est aussi la langue d'intégration à la nation. Troisièmement, l'adhésion de tous aux valeurs québécoises est nécessaire. Je pense notamment à l'égalité homme-femme ou à nos idéaux démocratiques. Quatrièmement, évidemment, l'État du Québec est laïque. Cinquièmement, nous reconnaissons la primauté des lois sur les diverses cultures et religions. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment un contrat social. On veut encourager tous les Québécois, peu importe leur origine, à faire vivre cette culture commune, à y participer et à l'enrichir aussi. Mais c'est un contrat social qui engage également l'État. Avec le principe de réciprocité, l'État devra favoriser l'intégration de tous à la société d'accueil que constitue la nation québécoise. L'État doit valoriser notre culture, la rendre disponible au plus grand nombre. Très concrètement, lorsque le projet de loi sera mis en œuvre, le gouvernement ne financera que des activités et des organismes qui en respectent les principes fondamentaux. Aussi, le projet de loi prévoit, et c'est très important, le projet de loi prévoit que le gouvernement élaborera une politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et la culture commune. Cette politique gouvernementale interministérielle assurera la cohérence gouvernementale et le respect des principes de l'intégration nationale par tous les ministères, tous les organismes, notamment les écoles, les cégeps, les universités, les municipalités. Au final, cette loi, en édictant fièrement notre modèle d'intégration, en faisant connaître et appliquer ce contrat social, sera un moyen de s'assurer que nous ferons toujours résonner, avec force et en français, notre voix unique et nécessaire, ici, chez nous. Merci. Merci. On va passer à la période des questions. On a une quarantaine de minutes, donc on va essayer d'y aller rondement parce qu'il y a beaucoup de gens. On va commencer avec Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, M. le ministre. S'il n'y avait pas eu l'événement, en fait, de l'école Bedford, par exemple, est-ce que vous auriez déposé un projet de loi comme celui-là? Est-ce que, en d'autres termes, les événements qui sont passés à l'école Bedford a été une espèce d'éveil à l'égard de l'importance de ce projet de loi? J'ai travaillé sur ce projet de loi depuis plus de 18 mois. Donc, ça n'a pas de lien direct avec les événements de l'école Bedford. Par contre,
je pense que l'école Bedford et ces malheureux incidents, les malheureux événements qu'on a vus là, sont un révélateur de la nécessité de se doter d'un modèle d'intégration. Manifestement, il y a des gens qui sont arrivés ici qui ne se sont pas intéressés aux valeurs communes, qui ont fait fi du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes et qui ont cru qu'on pouvait vivre dans le modèle multiculturalisme en disant bien, mes valeurs sont mes valeurs, j'y ai droit, je les applique, elles sont au-dessus des lois, au-dessus des principes et je peux même les imposer dans ma classe en séparant les garçons et les filles. Je pense que c'est une manifestation des ravages que peut faire l'absence de modèle québécois. Donc, je ne dépose pas ce projet de loi-là en réaction à ce qui s'est passé à l'école Bedford, parce que j'y travaille depuis vraiment longtemps avant. Mais de voir ce qui s'est passé à l'école Bedford, je pense que ça a illustré à quel point c'était nécessaire et urgent d'arriver avec ce projet de loi-là. Vous dites également que le gouvernement ne financera que des organismes qui respectent les principes qui sont inscrits dans la loi. Par exemple, les écoles religieuses qui pourraient avoir du financement de l'État, c'est terminé, ça veut dire? Ça va faire partie de la réflexion parce qu'il y a ce projet de loi-là, qui est une loi cadre, qui est d'ailleurs, c'est une des recommandations du Comité sur les enjeux constitutionnels. Encore une fois, je la travaillais, cette loi-là, avant que le rapport arrive, mais on voit bien que c'est dans l'air. Je vous dirais que dans les principes du projet de loi, c'est certain qu'il faut se questionner sur ce que vous mentionnez. Mais en parallèle, je travaille avec Bernard Drainville à renforcer la laïcité de l'État dans les écoles. Et j'ai aussi un mandat pour regarder ce qui se passe en matière d'entrisme religieux dans toutes les sphères de la société. Donc, suite à ce projet de loi-là, il y aura d'autres gestes pour renforcer la laïcité. Je ne veux pas mélanger les choses. Merci, Patrick Belrose, Journal de Québec. Quand vous dites que ça va faire partie de la réflexion, ça me surprend quand même. M. Legault était très ferme à la dernière session parlementaire. Il disait qu'il n'est pas question de couper le financement des écoles religieuses. Là, vous me dites qu'il y a une réflexion au sein du gouvernement qui pourrait mener à la fin du financement? Il a mentionné qu'à court terme, ce n'était pas la décision qui avait été prise. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai maintenant le mandat du premier ministre d'évaluer tous les enjeux de la laïcité dans tous les secteurs de la société, puis il y a des réflexions qui se font à cet égard-là. Sur la laïcité, justement, vous dites, bon, le Québec est laïque, on voit dans les grands principes de la loi cadre que la laïcité, c'est important. Est-ce que cette loi cadre-là pourrait vous mener, justement, à élargir le champ de la laïcité? Je sais que c'est une réflexion qui est déjà en cours, là, mais est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette loi cadre-là pour, justement, élargir le champ de la laïcité? Je vous dirais que c'est deux choses qui vont en parallèle, mais dans la même direction. Avec une loi comme ça, qui précise que dans les règles du vivre ensemble, la laïcité est fondamentale au cœur de l'État, puis avec les manifestations qu'on a vues dans les écoles et ailleurs, qu'il y a des accrocs importants au principe de la laïcité, on comprend que cette loi-là est un élément très important, mais qu'il va falloir d'autres gestes législatifs. Mais donc, ce n'est pas un outil juridique qui va vous permettre d'aller plus loin en soi? Non, je vous dirais qu'il y a cette loi-là, qui est vraiment un modèle d'intégration, puis il y aura d'autres gestes qui vont dans la même direction, mais on ne mélange pas tout. On n'a pas, disons, profité de cette loi-là pour en faire un fourre-tout puis mettre plusieurs autres éléments. Donc, la réflexion se poursuit, puis on va vous revenir avec d'autres modifications législatives plus tard. Merci. Merci. Véronique Prince, Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. C'est sûr que, par contre, devant les oppositions, vous vous retrouvez avec un enjeu de crédibilité parce que l'État doit s'engager aussi à intégrer les immigrants. Puis je sais que cette semaine, vous avez dit on n'a jamais francisé autant d'immigrants, etc. Mais le fait est qu'il y a quand même des classes de francisation qui ferment. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de cohérence avec votre projet de loi en ce moment-là? Bien, au moment où on se parle, il y a surtout des classes de francisation qui réouvrent, puisque, je le répète, le budget de cette année était considérable. Il n'avait jamais été égalé. Mais je vous répète qu'en décembre, on a réinjecté par-dessus ce budget-là un 10 millions supplémentaires et qu'on continue de déployer, de redéployer des cours de francisation. Donc, il y a des cours qui réouvrent, il y a des cours qui ouvrent, que ce soit dans les centres de services scolaires ou avec les partenaires. Au moment où on se parle, on est dans un moment où on lance des cours. Donc, vous respectez la responsabilité que vous évoquez là, dans votre projet de loi, Absolument. à votre avis? Absolument. Puis, est-ce que vous pourriez, d'une quelconque façon, essayer de protéger votre projet de loi avec ce que vous appelez maintenant la clause de souveraineté parlementaire? Parce que cette semaine, justement, il y avait un article dans Le Devoir. C'est une proposition de droit collectif Québec, là, qui est
un organisme, une association? Parce que je ne voyais pas qu'il y avait ça dans le projet de loi, mais est-ce que c'est quand même une possibilité? Bien, c'est pas exclu. Je vous dirais qu'au départ, là, dans nos réflexions, on croyait que c'était pas nécessaire de la protéger à ce stade-ci. Elle ne contrevient pas aux chartes d'après nos analyses préliminaires. On ne l'exclut pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir un amendement qui l'apporte si, à la lumière là, des réflexions, des échanges, des consultations particulières, si on doit l'utiliser, on va l'utiliser. On n'a pas de gêne du tout à l'utiliser. Bon, à ce moment-ci, ce n'est pas dans le dépôt du projet de loi. Merci. Je vais me permettre quelques questions, M. Robert, François Carabin, Le Devoir. Un peu sur le même sujet que la première question de ma collègue. Dans le projet de loi, il est écrit clairement que l'État québécois prend des mesures pour accueillir les personnes immigrantes et pour contribuer à leur intégration et à leur épanouissement, par exemple en créant et en maintenant les conditions favorisant l'apprentissage du français. Puis un peu plus tard, on dit que l'État québécois facilite l'accès aux œuvres et aux contenus culturels. Or, cette semaine, on apprend qu'il y a des programmes d'intégration, c'est même dans le nom, des immigrants qui sont coupés dans les écoles. Le ministre de la Culture décide de mettre fin, par exemple, au premier dimanche gratuit dans les musées, premier dimanche du mois. Comment est-ce que ces décisions-là contribuent à l'intégration des immigrants? Mais de manière globale, notre budget en éducation, notre budget en francisation, notre budget en culture n'a jamais été aussi élevé que cette année. Il y a eu des enjeux, là, je vous dirais, de décaissement du budget de cette année. Dans les premiers mois, il y a eu un décaissement qui était plus élevé que le budget, même un budget rehaussé au-delà de l'inflation. Puis là, il y a un enjeu là, à l'intérieur de l'année de s'assurer de respecter le budget, mais on n'est pas dans une période de coupure de budget, on n'est pas dans une période de coupure de francisation ou de soutien aux organismes qui font de l'accueil, absolument pas. Donc, moi, je ne suis pas gêné du tout de dire que le gouvernement va mettre les moyens nécessaires pour l'accueil, la francisation, l'intégration culturelle. Vous risquez pas de vous mettre, en quelque sorte, en contravention de la loi que vous souhaitez adopter en coupant, je sais que vous n'aimez pas le terme couper, mais en réduisant ces services-là dans les écoles, notamment? Bien, écoutez, la loi n'est pas encore adoptée. Moi, je répète qu'on est dans un budget cette année qui est plus élevé que les années passées. On n'est pas dans une période de compression budgétaire. On est dans une période de respect des budgets. Je suis aucunement inquiet qu'on va avoir les moyens de nos objectifs, les moyens de nos ambitions pour être capable de faire la francisation, l'accueil, l'intégration. Cependant, on va réduire le nombre de personnes qui arrivent sur le territoire québécois. Ça, on s'est engagé à le faire, surtout pour les résidents temporaires. Donc, il y a une grande partie de la demande pour des services publics, notamment en francisation, qui provient de personnes qui ne seront plus ici dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'on va réduire le nombre de résidents temporaires sur le territoire québécois. Juste une petite précision avant de passer à la prochaine question. Vous avez dit que vous arrêtiez de financer des organismes, par exemple, qui ne respectent pas les principes de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire pour des œuvres anglophones, par exemple? Bien, c'est important de mentionner que la communauté historique anglophone a un statut particulier au Québec. Hein. Ils vont conserver leurs institutions. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans le projet de loi. Ils ont droit à leurs écoles. On applique maintenant la Charte de la langue française au réseau collégial. Il y a de moins en moins d'étudiants dans le réseau collégial, mais il va quand même rester des cégeps anglophones, même s'ils doivent enseigner le français maintenant. Il y a des institutions universitaires, des institutions hospitalières qui sont en anglais, par exemple, ça va demeurer. On va faire attention à ça. Mais ceci dit, la langue d'accueil, c'est pas l'anglais. La langue commune, c'est pas l'anglais. La langue officielle, c'est pas l'anglais. La langue d'intégration à la nation québécoise, c'est pas l'anglais, c'est le français. Merci. Thomas Laberge, La Presse canadienne. Oui, peut-être juste pour poursuivre là, sur la question du financement. Donc, vous avez mentionné les écoles religieuses qui vont faire partie de la réflexion. Quel autre organisme vont faire partie de cette réflexion-là? À quoi vous pensez quand vous pensez à ces organismes-là qui pourraient potentiellement ne pas respecter les conditions d'intégration du Québec? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu des discussions avec ma collègue à la famille, puis il y en a été question, je vous dirais, en décembre, mais dans les discussions à l'interne, pour arriver avec ces principes, en pensant à l'application, à la déclinaison là, sur le terrain,
lorsqu'on arrivera avec une politique, c'est sûr que ma collègue à la famille est fermement engagée à revoir les règles pour le financement des CPE et donc l'admission. On sait qu'en ce moment, puis depuis un certain temps, il y a des parents qui peuvent ou ne peuvent pas inscrire leurs enfants dans des services de garde qui sont subventionnés parce que à l'entrée, on accepte des enfants en fonction de l'origine ethnique des parents ou en fonction de l'appartenance religieuse des parents. Ça, c'est clairement incompatible avec le modèle que je dépose et ça va changer. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire, votre collègue, concrètement? Parce que là, c'est un exemple concret là, que vous Très nous donnez concret. d'application de la loi. Oui, mais qu'est-ce qu'elle ferait, là, la ministre, par exemple? Bien, elle va changer les règles, les balises. La ministre gère son réseau, capable de donner des directives, de revoir qu'est-ce qui est acceptable comme critère d'admission. Puis elle y travaille notamment parce qu'on en a discuté, puis parce que il faut s'harmoniser. Là. Il faut voir venir qu'avec ce nouveau modèle-là, il y a des choses que l'on faisait qu'on ne fera plus, puis des choses qu'on va mieux faire, surtout. Mais, C'est ça? ouais. Techniquement, on pourrait le faire. Mais la loi cadre, la loi sur l'intégration, va assurer justement maintenant une cohérence gouvernementale. On va s'assurer que dans tous les organes de l'État, dans tous les ministères, dans nos écoles, dans nos CPE, partout, on respecte ces principes-là. Parce qu'on peut toujours bien poser un geste qui va dans un sens, poser un geste qui va dans l'autre sens, en fonction du contexte, en fonction des demandes des gens. Mais là, on va avoir quelque chose qui va assurer une cohérence gouvernementale. Et ça, c'est très important. Est-ce que c'est la version caquiste de la Charte des valeurs québécoises? Je crois pas, honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de C'est- considérants là, qui viennent parler d'autodétermination à un moment donné. Vous parlez... Alors, on a l'impression que c'est un peu comme une espèce de version caquiste ou simplifiée de la Charte des valeurs de M. Drainville. Ça n'a pas de lien avec la Charte des valeurs de M. Drainville. C'est notre modèle d'intégration à la nation québécoise, tout simplement. Si on veut dire à quoi ça répond, je dirais, bien, ça répond au modèle multiculturaliste canadien pour dire, bien, écoutez, ça ne s'applique pas au Québec maintenant, le multiculturalisme canadien. On va définir dans notre espace de liberté ce qu'on peut faire, qui on est, puis quelles sont les règles du vivre ensemble. On vous a parlé. On va juste revenir. Ah. Thomas avait une autre question. Ouais. À la fin là, de votre énoncé, vous dites que le projet de loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne pour y énoncer que les droits et libertés de la personne s'exercent dans le respect du modèle québécois d'intégration nationale. Est-ce qu'on peut avoir des détails pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement et quel impact concret ça va avoir? Bien, c'est parce qu'on voulait justement être certain que des personnes n'invoquent pas notre charte, nos lois québécoises, pour essayer de faire invalider certains principes de cette loi fondamentale. Donc, en inscrivant dans la charte des droits qu'on doit lire la charte, interpréter la charte dans le respect du principe de l'intégration, on s'assure d'une harmonisation ici. Donc, d'une certaine manière, c'est comme ça dit, on n'a pas besoin de faire une clause dérogatoire pour notre propre loi. On harmonise nos lois, puis on dit que ces principes-là bien, doivent être lus avec la lunette de l'intégration nationale. Par exemple, sur des enjeux de laïcité. Sur les enjeux de droits individuels versus les droits collectifs. Merci, Fanny Lévesque, la presse. Juste revenir sur les organismes, là, vous avez donné un exemple qui est au sein de votre gouvernement, donc vous avez des leviers, évidemment. Quand vous parlez d'organismes ou même de villes, vous aviez parlé de ça un peu plus tôt cette semaine, le levier, c'est par exemple, pour les organismes, le levier, c'est qu'on pourrait interrompre ou révoquer le financement, par exemple, si on contrevenait à ce modèle-là? Bien, lorsqu'on fait des ententes de financement, le gouvernement a beaucoup d'ententes de financement avec toutes sortes d'organismes, bien, je pense qu'il faut se rendre à la fin du protocole. Mais lorsqu'on arrive à la fin puis qu'on veut resoumissionner ou obtenir un financement, bien, il va falloir s'assurer que dans les activités puis dans les mandats de l'organisme, on respecte ces principes-là. En réalité, c'est de la cohérence gouvernementale encore. C'est la base. Et évidemment, on ne veut pas financer des choses qui vont à l'envers de nos principes fondamentaux d'accueil puis d'intégration des gens. Ça ne serait pas cohérent. Les gens nous disent, vous avez voté une loi, vous faites le contraire. Avez-vous Alors, on des s'assure exemples, que justement, ça va. en tête? J'imagine que vous en avez, là, si vous avez mis ça dans la loi, ou des organismes sont pas dans l'esprit, justement. J'ai pas une liste d'organismes, par exemple, là,
qui seraient en ce moment, par exemple, de mauvais joueurs, qui feraient les choses de manière incorrecte. Mais par exemple, j'ai visité des organismes qui font de l'accueil de nouveaux arrivants là, sur le terrain depuis que j'ai les responsabilités de l'immigration. Honnêtement, la plupart disaient, nous, ils disaient d'elles-mêmes, on n'est pas trop dans le multiculturalisme, on est dans l'inter. Et justement, c'est le genre de choses, de bonnes pratiques qu'on pourra utiliser pour dire aux autres organismes, regardez, voici comment on fait. Et ils nous disaient, quand on accueille des nouveaux arrivants, on fait du pairage avec des gens qui habitent au Québec depuis longtemps. On fait du parrainage. On fait des rencontres interculturalistes. Plutôt que de dire, on va faire aujourd'hui l'activité pour telle communauté, demain l'autre communauté, la semaine prochaine l'autre communauté, puis les faire de manière très communautariste, séparés les unes des autres, on va dire, voici toutes ces personnes-là, d'origines diverses, on va les rassembler en fonction de leur origine diverse pour dire, vous arrivez maintenant au Québec, voici les règles du vivre ensemble. Puis on va faire venir des gens qui habitent déjà au Québec pour les mettre en relation. C'est ça qu'on veut qui se passe. On va s'en assurer lorsqu'on fera des ententes de financement avec des organismes qui sont sur le terrain puis qui accueillent des nouveaux arrivants. Merci. On nous a donné, je vous dirais, les bonnes pratiques. On nous a donné l'exemple, excuse-moi Fanny, mais on nous donnait l'exemple d'une fête haïtienne, créole, qu'il faudrait s'assurer, par exemple, d'avoir une présence québécoise. Est-ce que ce serait, je ne sais pas moi, un artiste québécois sur place, la bouffe québécoise? On nous a donné cet exemple-là. Est-ce que vous le reprenez? Il pourrait y avoir exactement une activité toujours financée, structurée par le gouvernement. Parce que je veux juste préciser, on n'interdit pas à des groupes ou à des communautés de se rassembler puis de faire des fêtes. Là. On n'empêche pas ça. Mais lorsque l'État organise, coordonne, finance, on veut qu'il y ait des notions d'intégration nationale, que ce soit dans cette activité, justement, qu'on invite des gens qui ne sont pas juste des gens de la communauté, ou alors qu'on fasse venir des artistes qui ne sont pas de la communauté, ou alors on fait des fêtes. Je suis allé voir un spectacle qui témoignait très, très bien de ce que ça pourrait être. Un organisme qui s'appelait Vision Diversité, où on avait des gens de partout, des musiciens de partout, qui faisaient des rythmes vraiment de cultures très, très diverses, mais qui reprenaient des chansons québécoises. Donc, on entendait des chansons québécoises connues, mais réinterprétées en samba et en toutes sortes de musiques du monde. Et il y avait dans la salle des gens de partout. Ça, je trouve que c'est formidable pour l'intégration, pour l'accueil, pour l'enracinement des personnes versus un festival d'un type de musique X destiné à des gens qui n'aiment que ça, destiné à une communauté où on est un peu en silo, en ghetto. On ne veut pas encourager ça. Mais juste une précision. Nuit d'Afrique, eux autres, ils reçoivent du financement du ministère de la Culture, 166 000 $. Ça veut-tu dire que, dans un cas comme celui-là, le Festival Nuit d'Afrique, d'après moi, ils font pas la promotion de la musique du nord du Lac-Saint-Jean, là. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait revoir leur financement? Bien, je ne connais pas le fin détail de ça, mais à ce que je sache, ce festival est ouvert à tout le monde. Et il y a des gens de partout qui y vont aussi. Ce n'est pas un festival Nuit d'Afrique destiné simplement aux gens d'origine africaine. Donc, il me semble qu'il y a déjà là de la mixité, de la diversité. Je ne peux pas m'avancer là, pour chacun des festivals pour voir quel est l'élément qui peut-être démontre qu'il respecte déjà les principes ou quel est-ce élément que ça veut dire ajouter, que le ministère de la Culture pourra faut... regarder dans la programmation puis dire, il n'y a pas assez d'artistes québécois, par exemple, puis on ne finance pas? Bien, il faudra trouver une manière, dans chacune de ces manifestations-là, de respecter les principes. Dans certains cas, ça peut être de faire venir des artistes québécois. Dans d'autres cas, ça peut être des œuvres québécoises. Dans d'autres cas, ça peut être d'inviter des gens aussi de la diversité. L'idée, c'est de favoriser la mixité. On s'inspire de l'interculturalisme pour écrire notre modèle, mais c'est un modèle qui va plus loin que l'interculturalisme. Parce qu'on dit qu'il faut mettre les gens en relation, mais après ça, on dit que les gens doivent adhérer à la culture québécoise. Merci. Mais le principe de l'interculturalisme, du vivre ensemble, de la diversité, de la mixité, est très important. J'aimerais juste qu'on puisse passer au moins tous les journalistes qui sont là. Est-ce que vous parlez donc des organismes subventionnés ou des fêtes ou des événements que vous organisez? Parce que là, il y a comme eu une petite divergence dans ce que vous Il y a avez deux dit, choses dans la loi. Il y a des articles qui parlent d'une politique
gouvernementale pour s'assurer que tous les organismes de l'État, donc les ministères, les municipalités, les écoles, etc., puis il y a d'autres articles qui parlent des activités ou des organismes financés par l'État. Il faudra voir de quelle manière, à la pièce, à chaque fois, on est capable de s'assurer que lorsque l'État finance quelque chose, mais qu'on respecte les principes. Mais je ne peux pas ce matin vous faire là, la nomenclature de chacune des activités ou chacun des festivals, puis vous dire si oui ou non, ça respecte une loi qui n'est même pas encore adoptée. Vous comprendrez. Michel David, Le Devoir. Oui, bonjour, M. Robert. Là, on parle des organismes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre projet de loi et éventuellement dans votre politique qui va toucher les individus, les nouveaux arrivants? Est-ce que ça, d'une manière ou d'une autre, impose de nouvelles obligations? Comment, si c'est le cas, allez-vous vérifier que ces obligations-là sont rencontrées? Et éventuellement, est-ce qu'il y aurait des sanctions pour ceux qui ne voudraient pas ou, d'une manière ou d'une autre, ne participeraient pas à leur propre intégration? Bon, on a déjà instauré au Québec ce qu'on appelle le test des valeurs que les nouveaux arrivants doivent remplir, doivent passer. Je pense qu'il pourra, à la lumière du projet de loi, lorsqu'il sera adopté, être revu, être révisé, être mis à jour. Il y a aussi au ministère de l'Immigration des activités d'intégration. C'est un programme qui date. Puis à mon ministère, on m'a proposé il y a quelques semaines là, de revoir tout ça. J'ai dit, bien écoutez, attendez un peu. On va adopter le projet de loi, on va se doter d'un nouveau modèle, puis on refera nos cours d'intégration, parce que ça existe, les cours d'intégration et d'information aux nouveaux arrivants sur qu'est-ce que c'est que la société québécoise. Bien, on reverra les modalités, le contenu du cours. Est-ce que ces cours sont obligatoires? Combien d'heures ça prend? Donc, il pourra y avoir des obligations. On va les détailler plus tard, mais je ne l'écarte pas. On pourrait bonifier. Qu'est-ce qui doit être revu dans le test des valeurs? Bien, on refait un nouveau contrat social. Je pense qu'il va falloir revoir nos outils qu'on a en ce moment, que ce soit les cours d'intégration ou les tests des valeurs. On refait le contrat social. On remet à jour, je vous dirais, quelles sont les valeurs, quels sont les fondements. On revisera ensuite nos outils qu'est le test. Pardon? Est-ce qu'il fonctionne pour l'instant, le test des valeurs? Bien, on va le réviser. Il ne fonctionne pas, vous me dites. C'est vous qui allez le faire? Je n'ai pas dit qu'il ne fonctionne pas. J'ai dit qu'on va le réviser, on va le mettre à jour. On change les règles du jeu. Il va falloir mettre à jour les éléments. C'est vous qui allez le faire? Le réviser, la révision? C'est le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Je verrai la mécanique. Mais c'est le ministère, c'est mon ministère qui s'en occupe. Michel, avais-tu une question de plus? Votre politique, quand est-ce qu'on va la voir? On pense l'adopter et la mettre en œuvre, grosso modo, 1 an après la sanction. Merci. On va passer aux questions en anglais, en commençant avec Angela McKenzie, CT. I'm wondering about the organization. So how will you determine which organizations fit this bill, fit the criteria that you've outlined? And how will you ensure that they are continuing to follow these regulations? Well, first we'll have to discuss, improve, and adopt the bill, of course. And excuse me, for this bill, like for all others, I think by discussing it with the groups and with the other parties, we will make it better, of course. But at the end, when the bill is implemented, the government will only fund activities and organizations that respect its fundamental principle. But how will you determine which organizations do that? Well, all organizations who receive money from the government of Quebec should be sure that they respect the fundamentals. Merci. Franca Mignacca, Global. Just a follow-up to that question, Minister Harbage, when you say that, that they respect these fundamental
I assume, values, for instance. What exactly are you targeting here? Like, what exactly do they have to respect to be able to maintain funding? Men and women are equal in Quebec. There is a Quebec culture. Multiculturalism say that we don't have a common culture. We have a common culture. We have a Quebec culture. And so organizations should be sure to promote the Quebec's culture. And organizations should put some efforts to put people together. People from all around the world, Quebecers, they have to meet, they have to discuss, they have to learn about each other's. We don't want ghettos. We want a society. We want a cohesion. Similarly, when it comes to community events, though, I'm still a little unclear in terms of what exactly would have to change for certain festivals, for instance, to maintain funding. To my knowledge, a lot of these community festivals are open for anyone to go, even if, for example, as my colleague mentioned, the Festival Nuit Afrique, anyone can go. So, are you asking for a certain threshold of Quebec content in these festivals? What exactly are you hoping to change here? It's too early to answer all those questions. They are really good questions, but can we have some examples? We have at first to adopt the bill, and within the bill we have some articles saying that we will have a rule, a règlement, that will define exactly what are those principles. So I can't give you all the answers now when the bill is not adopted and when the rule, the implementation is not done. But what I can say is that those principles should be on those new contracts between the government and those organizations that want to be found. They want some money from the government of Quebec. It's normal that the government of Quebec be sure and make some measures to be sure that we don't finance something who's going against our law. I think it's obvious. But we will have to define the mechanism right now. It's normal. I say, maybe we'll say, well, you don't have all the answers now. It's normal. I don't have all the answers now. We're just asking you for an example. You give a very good example in French for a festival about songs, Quebec's songs. Yeah. So if you go to a Greek festival, what are your expectations? Well, I don't know. I would have to see what is the festival now. Maybe right now they respect the principle of this law. Maybe not. If it's a festival for only one group, and in the room they check, are you a member of this community? No, you can't enter. It's a problem. And nothing about the common culture is in the festival. Nothing is in French. Nothing is in the art coming from Quebec. Maybe we'll have some issues. Good. That's exactly what I was looking for. I'll just add a few questions. Minister Roberge, what are you asking to every immigrant? When you say in your bill that you want every immigrant to not only accept and assume Quebec culture and language, common language, but you want them to contribute. What are your expectations? And is it an obligation that you're asking for? Well, it's when we say in French, on veut qu'ils adhèrent et contribuent. Yeah, contribute. Yeah. Adhere and contribute. Yeah, thank you. Because when we say we want them to contribute, it's because we are open. The Quebec's culture is alive. It will change. People coming from all around the world, they add something. And we are open-minded that they can
give something, improve our culture. So that's why we say we are open, they can contribute. Of course, they have to adhere to our fundamental value. You can't come here and say, oh, well, I don't believe that men and women are equal. This is a huge problem. But when we have an agreement about those fundamental values, people coming from all around the world are welcome, and we want them to be part of Quebec's nation. Don't you think, and that's my last clarification, if you are asking them, newcomers, to contribute, they may feel that they are forced to do it, No. and then they can create even more ghettos. Well, okay, but I think your question is good. They are not forced, but I think they will be pleased. You come to a country, they can't stay where they are, but they choose to come here. I hope they want to be part of the nation. Phil Autier de Gazette. Good afternoon. One very sensitive topic among nationalists, and if you attend as many PQ conventions as I have in my life. Sorry for you. One of the big things that has irritated nationalists is the citizenship ceremony when people come to Canada in Quebec, and there's a lot of Canadian flags. There's a multicultural feel to all of these events. Are you planning based on this, because you mentioned displaying of the flag and emblems at events? Are you going to be negotiating with Ottawa so that when there are immigration ceremonies that take place, citizenship ceremonies that take place in Quebec, that the Quebec presence be more felt? And how would you do that? We won't negotiate with Ottawa, but maybe we will have our own ceremony. So parallel ceremonies? It's an option. It's an option. And just to pursue as well, I mean, in French you said that, there could be a Carrie Festa where people, Quebec groups go in and play sambo, or they play Quebec's music. So do you envision the Carrie Festa? Do you envision Eric Lapointe singing at Carrie Festa, or I mean, are these required? Would these be requirements in your formula? Well, Do you have there's a danger Sarkozy to make fun and to make jokes, and but we're trying to about get to this the project, practical. you can use all those funny examples, saying, if you bring poutine in your festival, it's all right, Wow. I think Quebec's culture is more than poutine, Yeah. And with the respect of this artist, I think we have a lot of artists, and let's don't make fun out of this fundamental project, please. On a une précision de Frank Camille. Just a clarification, actually, just on a more serious note, you do speak in the bill as well about the obligations of Quebecers to immigrant populations. I wanted to ask what those obligations are and how you'll ensure that part is enforced as well. Well, we will promote some initiatives, some program. I've been to a launch of a really good program called Deux par Deux. I think it was in December, when pairing Quebecers and newcomers so they can discuss, have conversation, know each other, and bring this newcomer to the family, to restaurant, to festival. I think this is the kind of thing we want more. Angela McKenzie, CTU. Just to clarify, there's no mechanism in this bill, there's no measure where you can enforce, for example, that people who come here believe that men and women are equal, or that they participate in French fully in Quebec society. There's no measure there to enforce that, correct? Well, we have la Charte de la langue française saying that we have the right to work in French.
ont maintenant le droit de travailler en français. So we have this bill doesn't replace all other bills in Quebec. We still have la Charte des droits et libertés. We still have la Charte de la langue française. And this is like a complement to all other bills that we have, which are really important. It's just that in Bill 21, you had a whole process of double-checking who was wearing religious symbols, and then you had perhaps fines. So this is what we're getting at here. There are no fines, nothing, like to basically make sure that this law is respected. If you, I've read, I had a lot of time, and I've read la politique multiculturaliste canadienne from 1971, I think. And I've read la loi canadienne sur le multiculturalisme aussi. Those laws, they don't have some penalties or some sanction or, but still, they ruled the Canadian society, and they made huge damage to the Quebec society. They are everywhere. They made their way through the mind, through organism, to leaders, to financement from the federal government. But some people could say, well, those are just law without any measures. But in fact, those measures, this politic and this law, transformed the Canada. I think that with this loi cadre, which go further because we have the law, we have the politic, and we have the article about the founding, we can do as much or even better than what the Canada did. Merci, M. Robert. C'est bon? Un dernier petit point. Oui. Vous avez dit en anglais, vous avez parlé de potentielle cérémonie de citoyenneté québécoise. À ma connaissance, il n'y a pas de citoyenneté québécoise, donc comment est-ce que ça s'orchestrerait? Ben non, mais vous m'avez parlé de ce que le fédéral fait. Est-ce qu'on va négocier avec Ottawa pour s'insérer dans les cérémonies canadiennes? Ce que j'ai dit, c'est non, on ne négocierait pas avec Ottawa. Est-ce qu'il pourrait y avoir une cérémonie québécoise? J'ai juste dit que je ne l'écarte pas, c'est une option. Je ne l'exclus pas, tout simplement. C'est une réflexion que vous avez. Vous n'avez pas lancé ça comme ça en conférence de presse. Bien, on me pose une question, je dis que je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas. On a une constitution, on a une loi cadre, il y a une citoyenneté qui viendrait avec. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que je n'excluais pas une cérémonie, un événement. C'est tout ce que j'ai dit. Merci, c'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci.